Bonjour à tous. Avec l'arrivée de Teams et d'Office 365, de nombreux de nos clients nous posent la question où ils doivent stocker leurs données. Est-ce que la donnée doit être stockée plutôt dans OneDrive, dans Teams, dans SharePoint ou même dans Yammer? Dans quel endroit doivent-ils mettre la donnée si c'est pour permettre la coédition? Que doivent-ils faire de la donnée lorsque le projet est terminé? D'autant de questions qu'il est important aujourd'hui d'adresser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous consacrons cette session sur le cycle de vie de la donnée au sein d'Office 365. Bonjour, je m'appelle Alexandre Vinson, je suis Customer Success Manager chez Microsoft France. Pour l'agenda de cette session, nous allons tout d'abord couvrir quel outil pour quel usage. Quelles sont les recommandations que vous pouvez partager à vos collaborateurs pour les aider à se repérer dans ces nombreux outils. Nous parlerons ensuite rapidement, donc techniquement, où est stocké quelle information, surtout pour Teams. Nous parlerons ensuite de l'importance de la gouvernance et des nouveaux rôles comme le Data Officer. Et enfin, nous finirons sur des exemples clients pour vous aider justement à mettre en place les bonnes pratiques au sein de votre organisation. Un petit rappel du cycle de vie de la donnée. Tout d'abord, bien sûr, il y a sa création. Ensuite, son stockage, la consommation de cette donnée, le partage de cette donnée, l'aspect effectivement archivage si c'est nécessaire, et bien sûr, on n'oublie pas la fin de vie de la donnée, la destruction. Historiquement, il y avait principalement deux endroits où on pouvait stocker la donnée. Le collaborateur pouvait se poser la question de stocker en local, qui permettait effectivement d'être accessible à tout moment, surtout dans les scénarios de mobilité, ou l'espace dit réseau, donc les serveurs de fichiers de l'organisation, où la donnée évidemment ne pouvait pas être accessible en dehors de l'organisation, en tout cas par défaut. Puis avec l'arrivée et l'adoption des solutions comme Office 365, d'autres emplacements sont arrivés, comme l'utilisation de OneDrive, de SharePoint, de Teams et des YAML. Donc aujourd'hui, pour les collaborateurs, il peut être évidemment compliqué de savoir quel est le bon outil pour le bon usage. Même si je viens de présenter différentes solutions technologiques, ce qui est important, c'est que l'ensemble de ces solutions d'Office 365 sont bien sûr intégrées. L'expérience va être la même d'une solution à une autre, puisque derrière, technologiquement, on repose sur les mêmes éléments. Elles sont bien sûr intégrées sur le fait qu'il est possible d'avoir des connecteurs et donc on peut mettre en place des workflows et des processus entre les uns et les autres. Les outils, bien sûr, de gestion et d'administration sont elles aussi communes. Enfin, comme elles sont naturellement intégrées au sein de votre SI, elles proposent tous les éléments de sécurité nécessaires à votre environnement. Dans les conversations autour de l'information, il y a deux axes majeurs. La première, est-ce que cette information est synchrone ou asynchrone? Deuxièmement, à qui est à destination de cette information? Est-ce que c'est un individu? Est-ce que c'est un ensemble d'individus dans le cadre d'une équipe ou d'un projet? Ou est-ce que c'est disponible pour l'ensemble de l'organisation? Le meilleur exemple de partage d'informations individuelles de façon synchrone, ce sont les emails. De façon synchrone, c'est le téléphone. Si on veut effectivement, par exemple, partager l'information de façon presque synchrone, donc ça, ce sont les échanges chat IM, ça peut être fait par exemple avec le Microsoft Teams. Le deuxième élément, c'est lorsqu'on veut partager l'information à l'ensemble de l'équipe ou du projet. Pareil, Teams par défaut, où l'ensemble des informations stockées dans l'équipe Teams sont partagées à l'ensemble des collaborateurs qui sont membres de cette équipe. Si on veut échanger en temps réel, là, on va effectivement organiser une réunion. D'un point de vue organisation, soit on veut privilégier donc une communauté au sein de l'organisation, donc là, on va utiliser des Yammer, soit on va souhaiter partager la donnée de façon asynchrone, et le meilleur exemple, ce sont les sites intranet, qui peuvent reposer par exemple sur la technologie SharePoint, ou si on cherche effectivement à partager l'information de façon temps réel, là on va organiser un événement audiovisuel, et donc on va pouvoir utiliser soit Teams Live Event ou Yammer Live Event. Nous allons nous focaliser dans quel cas on doit utiliser OneDrive, dans quel cas on doit utiliser Teams, et dans quel cas on doit utiliser SharePoint. Donc comme échangé précédemment, l'objectif de OneDrive est principalement de stocker des données individuelles. Il est bien sûr possible par la suite de partager cette donnée à différents collaborateurs. Par exemple, généralement, on dit que OneDrive est recommandé pour partager 3 à 10 collaborateurs de façon ponctuelle.
Si cette donnée doit être partagée à plus de personnes ou cette donnée doit être partagée de façon récurrente à plusieurs personnes, alors peut-être que OneDrive n'est pas le plus approprié. Le bénéfice de OneDrive aussi, c'est de permettre que l'ensemble de vos documents stockés sur votre poste de travail soient automatiquement synchronisés et sauvegardés, ce qui permet, lorsque vous perdez votre fichier, de pouvoir le retrouver à tout moment. À l'inverse, toutes les informations qui tournent autour d'un projet ou de la vie d'équipe sont intéressantes à être stockées directement dans Teams. Comme ça, l'ensemble des collaborateurs qui sont membres de Teams peuvent accéder à cette information. C'est parfait, effectivement, aussi quand on veut faire de la coédition, quand on veut organiser des échanges à travers des chats ou des réunions. Lorsqu'on veut partager une information donc à une large audience, à de nombreuses équipes ou à l'ensemble de l'organisation, c'est là où, par exemple, les sites SharePoint vont être plus appropriés. L'avantage de SharePoint, c'est d'avoir effectivement une gestion plus fine au niveau du cycle de vie des données et de la gestion des droits. Donc c'est idéal, par exemple, pour utiliser les sites SharePoint comme repository, par exemple pour leurs archivages. Très souvent, lorsqu'on partage l'information à une très large audience, on ne souhaite pas héberger uniquement des documents et on souhaite, entre guillemets, mettre en avant certains documents. On veut proposer une expérience. C'est là où l'intérêt de SharePoint est de créer en fait des sites web va vous permettre justement d'adapter et de mettre en avant le contenu que vous souhaitez. La deuxième chose, c'est que ce contenu, vous souhaitez peut-être entre guillemets l'intégrer dans des workflows, vous souhaitez peut-être évidemment le partager à d'autres systèmes. Et c'est là où la richesse de SharePoint va aussi être intéressante. Prenons le premier exemple orienté cas d'usage. Je veux tout simplement sauvegarder un document. Soit ce document, je souhaite le sauvegarder de façon individuelle, donc je vais privilégier OneDrive, soit je souhaite le partager à l'ensemble de mon équipe et permettre par exemple la coédition sur le document. Donc là, je vais privilégier Microsoft Teams, ou je veux tout simplement le partager à l'ensemble de mon organisation. Je n'ai pas besoin de faire forcément de la coédition dessus. À ce moment-là, je vais pouvoir privilégier plutôt SharePoint. Bien sûr, quelle que soit la technologie utilisée, je vais bénéficier de tout ce qui est par exemple versionning. Cas d'usage numéro 2, je souhaite communiquer avec l'ensemble des collaborateurs de mon organisation. Donc soit je peux le faire à travers une vidéo avec Microsoft Stream. Je vais pouvoir aussi le faire évidemment à travers un site intranet qui me permet en avant des communications, ou je vais pouvoir privilégier le réseau d'entreprise avec YAML. Cas d'usage numéro 3, je souhaite faire la manipulation de fichiers ou mettre en place des workflows. C'est là où Microsoft Power Automate, qui fait partie de la Power Platform, va vous permettre de manipuler et de mettre en place des process au sein de ces différents outils. Vous pouvez par exemple automatiser le déplacement d'un fichier lorsqu'il est terminé d'un emplacement A à un emplacement B. Vous pouvez rajouter des étapes par exemple d'approbation. Vous pouvez automatiquement parser le document et extraire les informations dont vous avez besoin pour le rajouter dans le référentiel, etc., etc. La conversation sur les arborescences revient généralement souvent. Bien sûr, on sait que les arborescences n'ont jamais permis de garantir de retrouver à chaque fois son document. En même temps, elles peuvent être longues et complexes à maintenir à travers le temps. L'approche de ne pas du tout d'avoir d'arborescence pour en rebuter plus d'un ne peut pas être adaptée au processus métier. Donc l'idée, c'est tout simplement de trouver en fait l'arborescence la plus adaptée, la plus flexible à votre environnement. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que l'ensemble des collaborateurs, ou la plupart des collaborateurs, utilisent des fonctions de recherche. C'est là où c'est intéressant d'utiliser Office, parce que si vous allez dans le portail office.com ou si vous allez sur Bing et vous saisissez votre compte d'entreprise, vous allez faire une recherche d'informations dans l'ensemble de l'environnement Office 365. Donc on va pouvoir indexer le contenu des documents, on va indexer donc les contenus stockés sur les sites web, mais on va aussi pouvoir mettre en avant d'autres informations, comme des informations liées à des collaborateurs. Par exemple, si on tape un nom d'un projet, on va retrouver les collaborateurs qui ont travaillé sur ce projet, qui se sont identifiés comme travaillant sur le projet, mais aussi on peut même aller jusqu'à donner des informations par rapport à des sites géographiques. Juste un petit aparté sur l'aspect peut-être plus technique. Teams, aujourd'hui, est un hub de collaboration et donc il repose sur plusieurs technologies au niveau du stockage de données. Teams, en tant que tel, ne stocke pas les documents. Si le document est partagé à travers donc un échange de chat, donc en dehors d'une équipe Teams, les documents vont être stockés dans le OneDrive du collaborateur.
Si le document est stocké dans une équipe Tips, alors il sera stocké dans le SharePoint qui sera lié à cette équipe. Au niveau des conversations, elles vont être stockées, elles, dans le serveur Exchange. Alors un peu maintenant de la gouvernance. Sur la gouvernance, il y a 3 rôles clés. Le premier, bien sûr, c'est l'administrateur. L'administrateur, par exemple Office 365, qui aura pour rôle déjà de s'assurer de la continuité opérationnelle des solutions. C'est lui qui va définir les règles d'ordre d'un point de vue technique sur l'utilisation des différents services. Le deuxième rôle, qui est le Data Manager, Knowledge Manager, qui est un rôle qui apparaît de plus en plus au sein des organisations. Historiquement, c'est un rôle qui existait peut-être plus côté gestion des bases de données, côté métier. C'est lui qui, entre guillemets, définissait les règles d'or et consolidait l'ensemble des informations pour garantir la cohérence. Côté Office 365, donc c'est un rôle qui est aujourd'hui de plus en plus nécessaire et c'est lui, par exemple, qui va regarder les processus métiers et définir en fait les bonnes pratiques. Typiquement, par exemple, pour les commerciaux, on dira que lors des appels d'offres, le document doit être stocké par exemple dans une équipe Teams avec l'arborescence suivante. Et quand l'appel d'offres est terminé, les documents ou les livrables qui ont été fournis aux clients seront à ce moment-là déplacés et stockés dans un site SharePoint. Donc ça, c'est un rôle qui peut soit être porté par les métiers en tant que tels, c'est-à-dire que le métier définit au sein de son organisation peut-être le référent, le responsable pour définir ses règles d'or, ou ça va être quelqu'un au sein de la DSI qui est tout simplement le référent pour le dit métier. En tout cas, ce rôle aujourd'hui est important, doit être porté par quelqu'un, que ce soit effectivement une personne à temps plein ou pas. Et l'idée, évidemment aussi, c'est que lorsqu'on définit ces bonnes pratiques, ça soit effectivement fait avec un accord avec la DSI, bien sûr, pour que, par exemple, les bonnes pratiques côté métier n'aient pas l'encontre peut-être de contraintes techniques ou même de contraintes légales qui sont importantes d'être mis en place. L'autre chose, c'est que les règles d'or, c'est entre guillemets des recommandations et l'objectif, bien sûr, c'est pas de imposer des choses définies à l'ensemble de l'organisation parce que, tout simplement, pour des cas très spécifiques, ça peut ne pas être adapté. Donc, il faut aussi penser à avoir une certaine souplesse. Le dernier, bien sûr, c'est tout simplement le contributeur individuel. C'est celui qui crée ces fameux fichiers informations et qui, effectivement, va tout simplement stocker cette information là où on lui a demandé ou là c'est plus adapté. Le deuxième aspect sur la gouvernance, c'est généralement la migration. Parce que tout simplement, aujourd'hui, vos collaborateurs utilisent peut-être beaucoup encore de serveurs de fichiers ou d'autres types de solutions et vous souhaitez les encourager à aller justement sur une solution plus moderne et plus souple, surtout dans les conditions actuelles. Donc là, c'est important évidemment d'adresser ce besoin, donc de manière au niveau de la migration. Donc bien sûr, déjà, c'est potentiellement faire des recommandations au sens large. Donc par exemple, par défaut, la donnée qui est stockée ici devrait aller là-bas. Donc par exemple, on pense au lecteur, par exemple U, qui serait le lecteur individuel des collaborateurs en disant tout ce qui est stocké dans le lecteur U, vous devez maintenant le mettre dans le OneDrive. Soit ça va être fait par le collaborateur, soit ça va être fait effectivement par la DSI ou un prestataire qui fera cette migration. On va aussi avoir donc tout ce qui va être documents vivants, c'est-à-dire que tous les documents sur lesquels les collaborateurs sont en train de travailler. Pareil, dans le cadre de la migration, vous pouvez prévoir une première phase où les collaborateurs vont d'eux-mêmes migrer les données sur lesquelles ils sont en train de travailler, et puis recommander que tous les nouveaux projets et les nouvelles équipes aillent directement aussi dans la source, dans la cible, excusez-moi. Au niveau des documents moins vivants, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, parce que c'est vrai que souvent c'est très difficile de peut-être connaître l'honneur, le responsable qui va pouvoir donner son avis définitif. C'est là où on va avoir deux approches aussi, c'est-à-dire qu'au niveau de la cible, on peut avoir une cible dite un peu plus moderne, qui va être entre guillemets une nouvelle structuration, qui va être différente de celle utilisée jusqu'à maintenant, qui va être plus adaptée à la nouvelle organisation ou à les évolutions de l'organisation future. Mais là, ça nécessite effectivement généralement un peu plus de temps, parce que du coup, il y a une réflexion avec les métiers à avoir. Il faut déjà d'abord les sensibiliser, les former, leur expliquer, leur demander effectivement à se positionner sur l'ensemble des documents qui peuvent être stockés ou des dossiers. Donc, c'est un processus qui va être bien sûr, beaucoup plus lent. À l'inverse ou en parallèle, vous pouvez dire, par exemple, l'ensemble de ces documents, entre guillemets, je ne souhaite pas y toucher. La structure va rester la même et donc je vais tout simplement la migrer de façon plus ISO possible. Le dernier élément aussi qu'on a tendance à temps en temps à oublier, c'est un petit peu aussi tout ce qui va être archivage.
Donc, par exemple, si vous avez des documents que vous stockez historiquement sur des bandes ou sur des serveurs distants qui ne sont pas forcément accessibles à première vue des collaborateurs, même chose, c'est qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez les déplacer dans Office 365 ou vous voulez les déplacer peut-être même dans Azure parce qu'il n'y a pas lieu d'être de les mettre dans Office 365. Donc, toutes ces questions sont bien sûr importantes. Ça prend forcément un petit peu de temps en fonction de l'approche que vous avez. Mais c'est vraiment des choses qui sont importantes à prévoir. Et l'accompagnement du collaborateur dans cette démarche est aussi très importante. Donc, effectivement, lui présenter l'expérience cible par rapport à peut-être ce qui est fait aujourd'hui, mettre en place donc par exemple un FAQ, donc justement pour qu'il puisse répondre ou être rassuré sur différents éléments. Et le dernier élément que je voulais noter sur la partie migration, c'est aussi la durée. C'est bien sûr, il faut prévoir en fait une durée de migration raisonnable, hein. Ça va être du 6-12 mois, parce qu'effectivement, au-delà, entre le moment où le collaborateur va être sensibilisé, va commencer à avoir certains éléments qui vont migrer, et la fin de migration, pour lui, c'est peut-être effectivement trop lointain. Donc, généralement, les plans de migration, c'est sur du 6, 12, 18 mois. On évite au-delà parce qu'on sait que du coup, ça devient plus compliqué après au niveau de la communication et la gestion du changement. Je voulais aussi vous partager quelques réflexions clients pour vous aider à mieux vous projeter sur ce sujet. Le premier cas client, donc c'est un client effectivement qui fait le choix d'aller donc sur une plateforme commune Office 365 et SharePoint, qui décide de mettre donc en fait une gouvernance commune à travers donc l'ensemble des solutions et l'ensemble de ces entités. Bien sûr, pour pouvoir garantir le succès de cette adoption, ils ont mis en place en fait un réseau de champions, donc par zone géographique et par métier. Et vraiment, l'IT a décidé aussi d'avoir une approche vraiment d'accompagnement de la part des métiers, et donc avec plusieurs niveaux, donc avec un premier niveau qui est inclus, si je puis dire, dans les services et prestations habituelles de la DSI, mais en proposant aussi un deuxième niveau qui est donc du coup facturable, qui va permettre vraiment d'aller plus loin dans l'accompagnement avec un accompagnement par exemple sur la mise en place par exemple des sites SharePoint et la création des sites SharePoint, des Power BI, etc. Donc vraiment avec un accompagnement avancé en fonction du besoin des métiers. Donc c'était vraiment très intéressant vraiment de proposer deux niveaux de service en fonction du besoin et de la maturité des métiers. Au niveau de l'organisation de leurs espaces, ils ont choisi de ne plus partir sur une arborescence structurée par rapport au métier, parce que comme je vous ai dit précédemment, ça peut être compliqué à maintenir. Et puis en fait, c'est pas adapté aujourd'hui où les dirigeants demandent en fait de casser les silos. Lorsqu'on est sur justement des sujets, des chantiers transverses, c'est assez compliqué lorsqu'on respecte une structuration, si je veux dire, vraiment alignée par BU. Et donc, ils ont essayé de mettre en place, ils ont mis en place en fait une organisation beaucoup plus par thème, avec effectivement, par exemple, justement, un thème autour de l'onboarding du collaborateur au sein de l'organisation, un thématique ou un espace de stockage où on va avoir tout ce qui est gestion des process, un autre avec tout l'espace effectivement des processus, donc vraiment avec donc des thématiques. Ça, entre guillemets, c'est effectivement pour les documents qu'on a pu déplacer. À côté, bien sûr, il peut y avoir des espaces de stockage qui sont une approche un peu plus legacy et qui sont ni plus ni moins en fait la reprise du contenu existant on-premise qu'ils ont migré tel que dans le cloud. Ils ne voyaient pas forcément de valeur à les requalifier. Même approche, mais là, cette fois-ci, on change un petit peu le vocabulaire avec des visuels un petit peu différents. Et comme ça marche très bien avec les clients à qui je le présentais, je voulais vous le mettre dans cette session. C'est tout simplement, ces différents espaces, ils les appellent des maisons, avec donc maison des archives, maison des procédures, maison de l'onboarding. Et voilà, donc ces visuels sont assez sympathiques et c'est un vocabulaire qui marche assez bien avec les collaborateurs. Je voulais aussi présenter cette slide qui est reprise aussi d'un exemple client, parce que concrètement, donc du coup, ça veut dire quoi de créer différentes maisons d'un point de vue structuration? C'est tout simplement, en fait, bien sûr qu'on va avoir un owner sur, par exemple, le site SharePoint, hein, c'est lui qui va, entre guillemets, va garantir son intégrité. Donc, soit, en fait, l'ensemble des sites SharePoint vont être managés et contrôlés par un service transverse comme la DSI, hein, qui n'a que pour rôle, si je puis dire, de garantir la partie opérationnelle et non pas son suivi. Ou effectivement, vous allez avoir peut-être aussi la nécessité de créer des espaces qui vont être différents de chaque organisation. Et derrière, tout simplement, vous mettez en place des systèmes de partage et d'échange à travers différentes organisations.
Le deuxième aspect qui revient assez souvent, c'est vrai que c'est le site SharePoint Alexandre ou un site Teams. Par exemple, si on va dans le domaine de la construction, lorsque vous avez un projet dans le bâtiment, bah, vous avez bien sûr toute la partie études, vous avez toute la partie chantier, donc la réalisation du bâtiment, et vous allez avoir toute la partie après-vente, donc SAV, suivi de chantier. Donc, par exemple, dans cet exemple, on va bien sûr engager avec de très nombreux collaborateurs. Les collaborateurs n'ont pas lieu potentiellement de travailler tous ensemble en même temps. Ils n'ont peut-être pas le droit de parler ensemble. Les documents qui vont être stockés sur ce type d'espace vont potentiellement avoir des contrôles ou des éléments mis en place parce qu'il y a peut-être des engagements juridiques ou légaux qui peuvent être engendrés par rapport à ça. Et donc, comment on fait par exemple par rapport à Teams? Bah, ça fait tout à fait sens, par exemple, de créer plusieurs espaces Teams, hein, les Teams qui sont associés à des équipes ou à une phase du projet. Donc, par exemple, à la phase de construction, on mettrait les personnes qui sont responsables, chefs de chantier, chefs d'œuvre, etc. Et avec l'ensemble des documents potentiellement de travail en cours qui serait stocké, lui, dans le SharePoint du Teams. Mais en même temps, dans Teams, on a la capacité soit d'épingler un autre onglet avec un site SharePoint ou de rajouter un dossier, un peu un lien, en fait, un dossier qui pointe vers un site SharePoint. Donc, du coup, tout ce qui est document de travail, ça va être dans le SharePoint du Teams, mais dès qu'on l'a terminé ou dès qu'on a finalisé le document, on va le déplacer en un clic directement dans l'espace SharePoint du chantier. Donc voilà le type de démarche ou de gouvernance qu'on peut aujourd'hui voir en place. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette session. S'il y a un lien à retenir, c'est aka.ms/hub adoption O365. Ce site regroupe l'ensemble des webinaires à votre disposition ainsi que différentes ressources et des liens de formation pour vous accompagner à l'adoption de Microsoft 365. Nous n'avons pas parlé aujourd'hui donc de la gouvernance et de la rétention de la donnée, mais c'est évidemment un élément qui est aussi important. Donc n'hésitez pas évidemment à consulter le lien et à s'assurer que les différents éléments sont mis en place pour respecter les différentes contraintes que vous pouvez avoir en place au sein de votre organisation. Et bien sûr, enfin, il est toujours intéressant d'avoir une bonne vue 360 de l'utilisation de vos outils. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous recommande de mettre en place le Microsoft 365 Usage Analytics Dashboard qui est disponible directement dans le store Power BI. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.